À 9h12 tapante, ce 10 septembre 2025, une vibration feutrée fit trembler la surface impeccable du bureau de Sébastien Lecornu dans les murs solennels de Matignon. Une notification, venue tout droit de l'AFP, s'afficha sur son smartphone. Le titre claquait comme une gifle. Mélenchon dégaine une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Nommé premier ministre à peine la veille, après le crash politique de François Bayrou, Lecornu abandonna son café sur sa soucoupe de Limoges avec une lenteur presque cérémoniale. Ses doigts, discrets mais tendus, trahissaient un début de tension. 24 heures. Il n'avait foulé les tapis rouges du pouvoir suprême que depuis 24 misérables heures, et déjà le chef de file de la France insoumise sonnait la charge. Dehors, Paris s'étirait dans un brouillard automnal, loin de se douter qu'un ouragan institutionnel s'apprêtait à éclater. Toi non plus, lecteur, tu ne sais pas encore ce qui va suivre. Personne ne le savait d'ailleurs. Ni les collaborateurs du Premier ministre, qui arrivaient au pas de course pour un conseil impromptu, ni les journalistes, persuadés d'assister à un échec programmé. Et surtout pas Mélenchon lui-même, confortablement installé dans son repère du 10e arrondissement, peaufinant méthodiquement son plan d'attaque. Dans quelques heures à peine, une simple phrase de Lecornu allait provoquer un véritable séisme politique, pulvérisant les plans soigneusement élaborés de Mélenchon et bousculant jusqu'aux fondations du théâtre républicain. 7 mots. C'est tout ce qu'il allait falloir pour faire basculer la donne. Une formule d'une limpidité brutale, si percutante qu'elle allait tourner en boucle sur tous les écrans de la planète. Mais pour en saisir la portée, faisons un détour par le passé récent. Le 8 septembre au soir, le paysage politique français encaissait un uppercut. François Bayrou, ce centriste pyrénéen qui promettait monts et merveilles budgétaires, venait de se faire éjecter à la suite d'un vote de confiance transformé en exécution publique. 364 parlementaires, toutes tendances confondues, lui avaient claqué la porte au nez. 3e chute de gouvernement en à peine 3 mois, du jamais vu sous la Ve République. Résultat, une république vacillante, les marchés en panique, les agences de notation brandissant la menace d'un déclassement et les syndicats hurlant à la grève générale. Pendant ce temps, Macron, retranché dans les murs épais de l'Élysée, retournait les scénarios comme un joueur d'échecs pris au piège. La France vacillait et il lui fallait un coup de maître pour éviter l'effondrement. Ce coup, il allait le tenter avec un certain Lecornu. Emmanuel Macron n'avait pas tergiversé longtemps. Son regard s'était arrêté sur un visage bien connu, celui de Sébastien Lecornu. À 39 ans, cet ancien ministre des Armées avait déjà prouvé qu'il savait jouer sur plusieurs tableaux. Un funambule politique, passé maître dans l'art d'équilibrer entre centre et droite, capable de discuter tactique militaire avec des officiers en treillis le matin, puis de négocier des budgets avec les PDG de l'industrie de défense l'après-midi. Mais surtout, Macron voyait en lui un profil rare. Un stratège coriace, capable de résister à l'assaut des oppositions sans jamais reculer d'un centimètre. L'annonce officielle tomba le 9 septembre à 20h précises. Et dès lors, la machine médiatique s'emballa. Marine Le Pen, fidèle à elle-même, y alla de sa pique sur X, ex-Twitter, qualifiant Lecornu de « nouveau fusible sacrificiel pour Macron ». Bruno Retailleau, des Républicains, réclamant une rupture franche avec le quinquennat précédent. Olivier Faure, du Parti socialiste, dénonçant une reconduction masquée du macronisme. Mais le coup de massue, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le porta, sans attendre. À 22h30, à peine 2 heures après l'annonce, son blog s'enflamma avec un texte au vitriol titré « Le déni ». Un message incendiaire, signé du tribun en chef de la contestation. Dans un manifeste long comme un dimanche pluvieux, 3000 mots de critiques ciselées, Jean-Luc Mélenchon s'était appliqué à démonter, boulon après boulon, la légitimité même de Lecornu à s'asseoir dans le fauteuil de Matignon. Il y égrenait les chiffres des législatives de juillet, rappelant que le nouveau Front populaire était arrivé en tête. Puis il passait à l'accusation frontale. Emmanuel Macron aurait trahi l'esprit de la Constitution en imposant, sans majorité, un premier ministre issu de son propre camp. Mais le cœur du texte, c'était une promesse, tranchante comme une lame.
Dès l'ouverture de la session parlementaire, nous lancerons une motion de censure fondée sur l'article 49. Le Cornu tombera sous le poids des 49. Macron? Il semble bien décidé à tester tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit plier bagage. Cette sortie fracassante fut un coup de foudre dans le ciel de la gauche. Mathilde Panot s'enflamma aussitôt sur les réseaux. Manuel Bompard, lui, s'empara des plateaux TV dès l'aube, répétant en boucle une ligne de guerre sans détour. Censure immédiate, pas de dialogue, pas de concession. Mais Mélenchon ne s'était pas contenté de brandir une motion de censure comme une simple menace. Non, il avait dégainé une arme bien plus subtile et redoutable. L'appel public à l'union sacrée. Il somma les socialistes, les écolos et les communistes de ranger leurs hésitations au placard et de voter la censure sans jouer la comédie du doute. Un coup parfaitement réfléchi. Car Mélenchon, fin stratège, connaissait ses chiffres. Si la gauche marchait au pas, et si le Rassemblement national acceptait de rejouer le même rôle qu'avec Bayrou, le Cornu tomberait dès le premier round. L'arithmétique était glaciale. 74 députés pour LFI, 66 pour les socialistes, 13 chez les Verts, 11 communistes et 123 du RN. Total, 287 potentiels frondeurs. Il en fallait 289. 2 petites voix manquantes. Presque rien. L'affaire semblait à portée de main, voire gagner d'avance. À moins, bien sûr, que Le Cornu ne parvienne à fracturer cette fragile alliance des circonstances. Au matin du 10 septembre, dans le calme apparent de son bureau à Matignon, Sébastien Lecornu vida son café d'un seul trait, comme pour s'armer intérieurement, puis appela sans attendre son premier cercle. Marc Vallière, son fidèle émissaire aux affaires étrangères, fut le premier à franchir la porte. Rapidement, la salle se remplit autour de l'immense table en acajou. Adrien Facon, le chef d'orchestre de son cabinet, Philippe Dustine, stratège de l'ombre, et quelques autres visages fatigués par 2 nuits blanches. Les mines étaient pâles, les regards cernés. Personne n'avait fermé l'œil depuis 2 jours. Sans perdre une seconde, Vallière lança les hostilités. Il posa son iPad au centre de la table, révélant la une des quotidiens. « Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Mélenchon a frappé un grand coup. La presse ne parle que de sa motion. » Il marqua une pause. France Inter a publié un sondage ce matin. 62% des Français estiment que votre gouvernement ne tiendra pas plus de 15 jours. Le Cornu resta muet. Il se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et demeura là, les mains jointes dans le dos. Un silence compact s'installa, pesant, presque solennel. Chacun attendait. Il allait parler, mais pas encore. Pour détendre un peu l'atmosphère devenue électrique, Facon tenta une ouverture. On a imaginé plusieurs pistes. Première option, ignorer totalement Mélenchon et ouvrir le dialogue avec les socialistes et les républicains. Une majorité de secours, en somme. Le Cornu, toujours dos tourné à la salle, fit non de la tête, lentement, silencieusement. Gustine enchaîna avec une autre cartouche. Deuxième scénario, plus musclé. Accuser LFI d'irresponsabilité, souligner que leur stratégie de blocage permanent mène le pays droit au mur et appeler les partis modérés à prendre leurs responsabilités. Cette fois, Le Cornu fit volte-face. Son regard perça l'air, accrochant directement celui de Gustine. Non, justement, c'est exactement ce qu'il espère. Il veut m'entraîner dans une mêlée. Il veut que je contre-attaque, que je m'explique, que je supplie les autres de faire barrage. Il veut me voir hésitant, fébrile, fragile. Vallière arqua un sourcil, intrigué. Alors, quelle est votre stratégie? Un demi-sourire, presque imperceptible, se dessina sur le visage du premier ministre. Le genre de sourire qu'on affiche qu'en voyant clair dans un piège. Je vais faire le contraire de ce qu'il anticipe. Pas de déni, pas de plaidoyer, pas de marchandage. Je vais répondre oui. Mais de front, publiquement, et surtout en une seule phrase. Un blanc s'installa, pesant. Une phrase? Une seule? Monsieur le Premier ministre,
Mélenchon a publié un manifeste de 3000 mots. Il a saturé les médias, mobilisé toute la gauche. Vous croyez qu'une simple réplique suffira? Lecornu coupa calmement, avec fermeté. C'est justement parce que personne ne s'y attend que cela fonctionnera. Il a mis en scène tout un dispositif argumentatif. Il espère me voir monter sur son ring. Mais moi, je vais débrancher l'éclairage. Je vais court-circuiter sa mise en scène avec une clarté tranchante. Vallière hocha lentement la tête, comprenant d'instinct. Vous voulez l'abattre à coups de sobriété. L'empêcher de livrer le combat qu'il désire. Exactement. Mélenchon, c'est un gladiateur de la parole. Il a besoin d'un adversaire qui riposte mot pour mot. Mais je vais refuser son duel et lui montrer qu'on peut écraser un roman avec une réplique. 7 mots. Dustine, curieux, sortit son carnet. Lesquels, monsieur le Premier ministre? Lecornu inspira longuement, comme s'il scellait son destin dans sa propre voix. C'était quitte ou double. Voici. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Ces 2 mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche dans une église vide. Le silence s'installa, massif, étouffant. Fasson entr'ouvrit les lèvres, les referma aussitôt, puis tenta à nouveau. C'est vraiment tout? Absolument, répondit Lecornu, aussi serein qu'un moine zen face à une tempête. Pas d'explication, pas de justification, pas d'esquive, juste une provocation nue, crue, que chacun interprétera selon ses propres biais. De la bravoure pour les uns, une insolence glacée pour les autres. Vallière, lui, comprit l'ingéniosité du geste en un éclair. Vous l'obligez à aller au bout. Vous inversez le rapport de force. Sa menace devient un test. S'il échoue, il perd la face. S'il hésite, il perd sa crédibilité. Et quoi qu'il fasse, vous échappez à ses pièges oratoires. C'est bien ça? Et à qui appartient maintenant la pression? Reprit Lecornu. Mélenchon s'attend à ce que je m'échappe, que je temporise, que je cherche une sortie. Je fais l'inverse. Je l'invite à frapper. J'efface la mise en scène. Sa grande déclaration devient un banal passage administratif. Un conseiller s'agita. Et s'il frappe vraiment et que ça passe, si toute la gauche se range derrière lui, si le RN en rajoute une couche? Lecornu se pencha, planta ses yeux dans ceux de ses collaborateurs, un par un. Alors je tombe. Mais je tomberai sans jamais avoir reculé, les yeux dans les yeux, droit. Et croyez-moi, ça vaut 1000 fois mieux dans les livres d'histoire qu'une magouille politique dans un couloir obscur du Parlement. À exactement 11 heures, l'affaire fut scellée. Lecornu frappa un grand coup. Conférence de presse convoquée à la volée dans la cour de Matignon. Effet de surprise garanti. Les journalistes, pris de court, coururent littéralement vers les lieux. Certains n'étaient même pas encore arrivés que le premier ministre s'avançait déjà, seul, sans fiche ni pupitre, juste lui face aux caméras. Le soleil de septembre dessinait des éclats sur les pavés encore humides. Une nuée de micros et d'objectifs le fixait avec impatience. Les chaînes d'infos suspendirent leur flux. BFM, CNews, LCI, toutes passèrent en édition spéciale. Pendant ce temps-là, dans son QG du 10e arrondissement, Mélenchon leva les yeux de son clavier, interrompu dans la rédaction d'un nouveau pamphlet en ligne. « Conférence de presse du Cornu, en direct, maintenant », lança un assistant en débarquant. Mélenchon esquissa un rictus satisfait. Évidemment qu'il allait répondre. Ils répondent toujours. Et il allait suivre le script habituel, accuser LFI d'agiter le chaos, prôner l'unité nationale, sortir 2 ou 3 gestes d'ouverture. Une partition déjà entendue. Le chef de file de LFI alluma l'écran plat, s'enfonça dans son fauteuil en cuir souple, prêt à savourer ce qu'il croyait être un moment de domination politique. Il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Sur le seuil de Matignon, Lecornu attendit que le tumulte s'éteigne. Il ne souriait pas. Aucun air suffisant, aucune nervosité apparente. Juste une sérénité froide, presque déroutante, qui tranchait violemment avec le tumulte médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter lança « Monsieur le Premier ministre, une réaction à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon ?»
Lecornu le fixa, balaya la meute de caméras d'un regard net, puis lâcha, posé, inébranlable. « Monsieur Mélenchon, allez-y. Déposez votre motion. J'attends. » Il se retourna immédiatement, rentra dans le bâtiment sans un mot de plus, laissant derrière lui un silence radio presque irréel. 7 mots, 10 secondes, et l'équivalent d'un séisme politique. Dans les studios de BFM TV, le présentateur en resta muet 3 longues secondes. Eh bien, on ne s'attendait pas à ça. Lecornu vient de répondre avec 7 mots, tout pile. Sur France Info, la journaliste Anne Rosencher n'en croyait pas ses oreilles. C'est d'une audace folle. Pas de justification, pas de négociation, juste un coup de sabre. Je n'ai jamais vu ça en politique. Les réseaux sociaux prirent feu. Sur Twitter, le mot dièse, hashtag allez-y, grimpa en tendance en moins de 5 minutes. Les commentaires fusaient. Lecornu vient de donner une masterclass de com', tweeta un éditorialiste du Monde. 7 mots pour pulvériser les 3000 de Mélenchon, magistral, ajouta un chroniqueur du Figaro. Mais le moment que tout le monde guettait avec fébrilité, celui qui allait peser plus lourd que tous les éditos réunis, c'était bien sûr la riposte de Mélenchon. Dans son bureau du 10e arrondissement, le chef de file de LFI fixait l'écran plat avec un regard que ses plus proches collaborateurs ne lui connaissaient pas. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas non plus de la stupeur, c'était autre chose. Un mélange étrange de lucidité brutale et d'admiration contenue, presque involontaire, devant un coup d'échec parfaitement joué. Une collaboratrice, un peu hésitante, se risqua à rompre le silence. « Monsieur Mélenchon, les journalistes attendent. Vous souhaitez réagir ?» Il resta figé, le regard vissé à l'écran, sans répondre tout de suite. Il avait tout compris. Lecornu venait de prendre son offensive, construite avec minutie, et de la retourner contre lui comme un boomerang. Il avait transformé une déclaration de guerre en duel personnel, un scénario à tiroir en affrontement nu et frontal. Et surtout, il lui avait volé la lumière. En une phrase, Lecornu avait fait basculer le récit. Pendant 24 heures, le nom de Mélenchon occupait les ondes. Désormais, toutes les caméras pointaient ailleurs. Le tribun, cette fois, s'était fait doubler à son propre jeu. Enfin, il se leva, et d'un ton grave, « Organisez une conférence de presse pour 15 heures. Il va comprendre que personne ne provoque Jean-Luc Mélenchon sans en payer le prix. » Mais son entourage perçut quelque chose de rare, presque inédit dans sa voix. Une hésitation, une fissure minuscule dans l'armure du tribun. À 15 heures pétantes, dans une salle archicomble de la Maison de l'Amérique latine, fief symbolique de LFI, Mélenchon entra en scène, prêt à livrer son contre-feu. Il avait soigneusement rédigé une déclaration fleuve, mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, les journalistes dégainèrent leurs questions comme des balles. « Monsieur Mélenchon, allez-vous réellement déposer cette motion ou vous contentez-vous de répondre au défi? N'est-ce pas désormais Lecornu qui mène la danse? 7 mots ont-ils suffi à réduire vos 3000 au silence? » Mélenchon leva les mains, le regard dur, le visage fermé comme un coffre-fort. « Bien entendu que nous irons au bout. Nous avons promis, nous tiendrons. » Les petites phrases du premier ministre ne nous impressionnent pas. Mais son ton manquait de cette ardeur tranchante qui le caractérise, et les journalistes, fins limiers, le sentirent. Il poursuivit, enchaînant les grandes thématiques. Démocratie abîmée, urne trahie, urgence de tourner la page du macronisme. Mais rien n'y faisait. Les questions tournaient en boucle autour de Lecornu. Un reporter du Parisien lança, implacable, « Monsieur Mélenchon, admettons-le, il ne vous fuit pas, il vous affronte, il vous regarde dans les yeux. C'est bien ce que vous cherchiez, non ?» Et là, le barrage céda. Mélenchon explosa. « Ce que je veux, c'est qu'on mette fin à cette mascarade qu'est le macronisme. Ce que je veux, c'est qu'on respecte enfin la voix du peuple français. Lecornu peut bien multiplier ses provocations, ça ne changera rien. Nous le ferons tomber. » Cette envolée furieuse fut reprise en boucle sur toutes les chaînes. Et, encore une fois, sans même ouvrir la bouche, Lecornu gagnait du terrain.
Le contraste devenait frappant. D'un côté, Mélenchon semblait réagir à chaud, emporté par l'émotion. De l'autre, Lecornu, imperturbable, affichait une sérénité désarmante. Le rapport de force s'était discrètement, mais sûrement inversé. Pourtant, le véritable affrontement ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, le premier ministre déroula un plan à double étage. En façade, il conservait son calme défiant. Interview après interview, il répétait inlassablement la même ligne, presque comme un mantra. « J'attends que Mélenchon dépose sa motion. Ce jour-là, on verra qui assume vraiment ses convictions. » Mais dans l'ombre, c'était une toute autre musique. Lecornu entama une campagne de persuasion habile, ciblée. Il approcha les socialistes, les écologistes, même certains républicains. Son message était limpide. Là où Mélenchon cherche l'embrasement, moi, je veux gouverner. Donnez-moi 3 mois. 3 mois pour prouver que l'on peut faire autrement. Le 15 septembre, dans un appartement discret du 7e arrondissement, une réunion décisive eut lieu. Lecornu s'entretint à huis clos avec Olivier Faure et Boris Vallaud. 4 heures de discussion franche. Faure posa ses conditions. Pas de 49. 3. Un budget négocié, un geste sur les retraites, une taxation ciblée des grandes fortunes. Lecornu, fidèle à sa nouvelle image de transparence, répondit sans détour. « Je vais être honnête, la réforme des retraites, je ne peux pas la supprimer. Macron ne lâchera pas, vous le savez. Mais je peux en geler l'application pendant 6 mois, le temps d'un vrai dialogue. Et je peux créer une taxe spéciale pour les très grandes fortunes. Pas l'ISF, mais un équivalent. Et je m'engage, pas de 49,3. » Vallaud et Faure échangèrent un regard. Ce n'était pas la révolution, non. Mais c'était assez solide pour justifier de s'abstenir et éviter de faire tomber le gouvernement. Faure lança alors la question clé. « Et si Mélenchon dépose malgré tout? » Lecornu eut un sourire tranquille. « C'est là que mon plan prend tout son sens. S'il va au bout et que vous vous abstenez, il perd. Et s'il perd plus qu'un vote. Il perd sa posture. S'il abandonne après avoir fanfaronné, il passe pour un clown. S'il s'obstine et échoue, il passe pour un amateur. Dans tous les scénarios, j'ai pris l'avantage simplement en le forçant à jouer. » Olivier Faure acquiesça lentement, comme s'il venait enfin de saisir pourquoi Emmanuel Macron avait misé sur Lecornu. Ce n'était pas un simple exécutant en costume gris. C'était un joueur d'échecs. Pendant ce temps, dans les rangs de la France insoumise, l'ambiance virait au pugilat verbal. Mathilde Panot réclamait un passage à l'acte immédiat. « On a promis une motion, on ne recule pas. » Mais Manuel Bompard, plus lucide, levait un drapeau rouge. « Et si les socialistes se défilent? On va droit dans le mur et on aura l'air d'amateurs. » Mélenchon, d'habitude si volubile, gardait un silence pesant. Il sentait que le piège s'était refermé et que chaque option désormais lui faisait perdre quelque chose. Du pouvoir, de la crédibilité, ou pire, le contrôle du récit. Et puis, le 20 septembre, Lecornu appuya là où ça fait mal. Devant l'Assemblée, au cœur de son discours de politique générale, il lança d'un ton glacial « Il y a 10 jours, on m'a promis une motion de censure. J'attends toujours. Peut-être que parler est plus simple que d'avoir du courage politique. » Coup direct, aucun appel. L'effet fut immédiat. Bronca dans l'hémicycle, huée dans les couloirs, cris dans les tribunes. Mélenchon, présent au balcon, vira au rouge pivoine. Mais c'était trop tard. Lecornu avait retourné l'arme contre son propriétaire et en public. Le lendemain, LFI déposa bien sa fameuse motion. Mais la dynamique n'était plus la même. Ce qui devait être une frappe chirurgicale ressemblait désormais à un tir de panique. Les socialistes annoncèrent leur abstention. Les écolos firent de même. Et même dans les rangs insoumis, certains murmuraient leur malaise à huis clos. Le 25 septembre, le débat fut lancé. Mélenchon monta à la tribune et livra une performance enflammée de 40 minutes, comme à son habitude. Lyrisme, indignation, appel aux valeurs. Son électorat en frissonnait. Mais Lecornu, lui, n'en fit qu'une bouchée. Il se leva calmement et d'une voix posée lâcha «
Monsieur Mélenchon a monopolisé la parole pendant 40 minutes. Moi, je serai bref. Vous voulez me faire tomber? Votez. J'assumerai. Mais cessons les bavardages. Passons aux actes. Le résultat du vote fut une gifle cinglante pour LFI. À peine 203 voix en faveur de la censure. Il en fallait 289. Une claque parlementaire, sèche, incontestable. Motion rejetée. Le Cornu restait en place, plus solide que jamais. Les médias n'avaient pas besoin de tergiverser. Le constat était limpide. Le Monde titra « Le Cornu retourne le piège contre Mélenchon ». Libération ironisa « 7 mots plus puissants qu'un roman politique ». Même au sein de la gauche, la remise en question gronda. Sur France Inter, Manuel Bompard lâcha une phrase aussi sobre que lourde de sens. Peut-être avons-nous trop sous-estimé le Cornu. Ce soir-là, à Matignon, dans la lumière tamisée de son bureau, le Premier ministre observait les résultats entouré de ses fidèles. Vallière leva son verre. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez vu juste. » Le Cornu acquiesça, sans triomphalisme, sans euphorie. Il savait que ce point marqué n'était qu'un épisode. « Ne crions pas victoire trop tôt, souffla-t-il. Mélenchon a trébuché cette fois, mais il apprend vite. Et la prochaine manche, croyez-moi, sera plus serrée. » Et il avait raison de rester sur ses gardes. Dans un coin du 2e arrondissement, Mélenchon, loin d'être anéanti, était plongé dans ses pensées. Pas de colère, pas d'abattement, de la réflexion. Il venait de découvrir la vraie nature de son adversaire. Le Cornu n'était pas un second rôle, ni un technocrate interchangeable. C'était un stratège qui réfléchissait en plusieurs dimensions. Les semaines suivantes validèrent ce basculement. Le budget fut adopté, sans recours au fameux 49.3. Les abstentions socialistes avaient été achetées au prix fort. Une taxe exceptionnelle sur les très hauts patrimoines, des gages budgétaires symboliques. Résultat, même certains élus de gauche, habituellement critiques, concébèrent à demi-mot que le Cornu avait tenu parole. Mais ce qui frappa surtout, ce fut la continuité de son style. Toujours la même ligne sobre, directe, sans emballage inutile. À chaque offensive de LFI, le Cornu répliquait avec une économie de mots qui claquait comme une gifle. « Votre défense nationale est un échec. Proposez mieux, je vous écoute. Vous gouvernez pour les ultra-riches. Chiffre en main, je vous attends. Tranchant, net et toujours une longueur d'avance. » Chaque fois, il renvoyait la balle, obligeant ses adversaires à quitter le théâtre des mots pour entrer dans l'arène des actes. Et chaque fois, Mélenchon se retrouvait pris dans sa propre mise en scène. En mars 2026, 6 mois plus tard, alors qu'il recevait Le Monde pour un entretien, on demanda à Le Cornu quel avait été, selon lui, l'instant décisif de son début de mandat. Il répondit, sans la moindre hésitation, « Le jour où j'ai choisi de répondre à Mélenchon, non pas avec un dossier de 10 pages, mais avec 7 mots. C'est là que j'ai compris. La politique d'aujourd'hui ne récompense pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui frappent juste. » La même question fut posée à Mélenchon quelques jours après. Un sourire un brin amer passa sur ses lèvres. Ce jour-là, Le Cornu m'a administré une véritable leçon. Il m'a rappelé qu'en politique, il arrive que le mutisme calculé pèse plus lourd que le verbe tonitruant. Puis il ajouta énigmatique « Ai-je retenu la leçon? L'avenir vous le dira. » Désormais, dans les amphithéâtres de Sciences Po ou de l'ENA, cet épisode est disséqué comme un chef-d'œuvre de communication de crise. Les étudiants scrutent comment Le Cornu transforma une embuscade en démonstration de force, comment il neutralisa la mécanique verbale de son opposant à coups de phrases chirurgicales. Comment il inversa le rapport de force, non pas en évitant le duel, mais en le provoquant à son avantage. Certains commentateurs y voient un équivalent du fameux « moi président » lancé par Hollande face à Sarkozy. D'autres y lisent une réminiscence du « je vous ai compris » de Gaulle. Peu de mots, mais un impact dévastateur. Mais au-delà des ficelles rhétoriques, cette séquence révéla quelque chose de plus rare. Chez Le Cornu, il y avait une audace, presque désuète, celle de la clarté. Dans un univers politique saturé de jargon technique, d'emballage diplomatique et de monologues abscons, lui choisissait la netteté, le direct, le sans filtre. Et c'est peut-être là, dans cette forme de sincérité percutante, qu'il avait frappé le plus fort.
Ce fameux jour de septembre 2025, lorsqu'il lança ces 7 mots à Mélenchon, Lecornu ne se contenta pas d'un coup d'éclat médiatique. Il posa les fondations d'un style, d'une philosophie politique, d'une grammaire d'action qui allait façonner son passage à Matignon. Mais ce que peu savent, ou plutôt ce que personne ne savait avant une confidence glissée plusieurs mois plus tard dans un off confidentiel au Canard enchaîné, c'est que cette sortie légendaire n'a pas été pensée à l'avance. Non, ce matin-là, lorsqu'il convoqua ses proches en urgence après la salve de Mélenchon, Lecornu était dans le flou total. Et ce n'est qu'au bout de 2 heures d'intenses échanges qu'une étincelle jaillit. 3 discours avaient été soigneusement préparés par ses conseillers. Un plaidoyer technico-politique pour réfuter méthodiquement la motion. Un assaut frontal pour riposter avec violence verbale. Une main tendue, style rassembleur républicain. Il lut les 3 d'une traite, fronça les sourcils, les déposa avec douceur sur la table, puis déclara. « C'est solide, bien tourné, très matignonien. Et pourtant, c'est exactement ce qui ne fonctionnera pas. Si je monte sur le ring de Mélenchon, je me fais démonter. Il est dans son élément. Il a 30 ans d'avance sur moi côté théâtre parlementaire. » Le silence tomba. Puis une voix, plus habituée aux salles de conseil qu'aux hémicycles, se fit entendre. Philippe Gustine, son conseiller spécial, ancien DIRCOM du CAC 40, leva timidement la main. « Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous raconter une histoire, si vous me le permettez. » Intrigué, Lecornu hocha la tête. Gustine se lança. « À l'époque où je bossais chez Renault, un concurrent nous avait violemment attaqué dans la presse. Ghosn, furieux, voulait publier un pavé de 10 pages pour se défendre. Mais notre directeur com lui dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Quand quelqu'un vous provoque, le plus mauvais réflexe, c'est de justifier que vous n'avez pas peur. Le meilleur, c'est de répondre simplement « Très bien, faisons-le ». Lecornu ne dit rien, mais son regard s'éclaira. Il se redressa. « Très bien, faisons-le, oui, c'est ça. Pas de justification, pas de tactique, juste une acceptation sèche. » Et c'est ainsi que naquit cette réplique culte, non pas dans les laboratoires d'un spin doctor, mais dans le sillage d'une anecdote venue du privé. Durant les 20 minutes suivantes, il polissait chaque mot. Il testa plusieurs variantes. « Allez-y, monsieur Mélenchon, déposez-la. » Flèche, trop administratif. « Je vous attends. » Un peu trop hautain. « Faites-le. » Trop provoque. Puis la version finale jaillit comme une évidence. « Monsieur Mélenchon, allez-y. Déposez votre motion. J'attends. » 7 mots. Un dosage chirurgical. La civilité dans « Monsieur », l'invitation dans « Allez-y », la légalité dans « Déposez votre motion » et un soupçon de défi dans le sobre « J'attends ». Le mélange parfait entre élégance institutionnelle et fermeté tranquille. Et c'est là que Vallière lâcha la bombe, celle qui rebat toutes les cartes. Lecornu, en vérité, n'était pas certain du tout que ça fonctionnerait. Juste avant de franchir les marches de Matignon pour faire face aux caméras, il s'était tourné vers son équipe et avait lâché, d'une voix posée, « Si ça capote, si Mélenchon me retourne l'affaire en pleine figure, j'assumerai tout. Aucun d'entre vous ne devra porter le chapeau. Cette idée, c'est la mienne, et la mienne seule. » C'était plus qu'un pari risqué, un son sans filet. Le genre de coup de bluff où l'on joue sa réputation sur une poignée de mots balancés dans l'arène. 7 mots. Et aucune certitude sur leur réception. Dès son retour, il fila droit dans son bureau, referma la porte à clé et s'enferma dans le silence. Pendant un quart d'heure, il fit les 100 pas, incapable de tenir en place. De l'autre côté du battant, Vallière, figée, écoutait le son régulier de ses pas, comme une horloge anxieuse. Puis l'attente prit fin. Un assistant poussa timidement la porte et lui tendit un dossier. Les premiers tweets, les gros titres qui tombaient, les réactions en chaîne des éditorialistes. Lecornu se jeta dessus comme un joueur vérifie son tirage au poker. Son regard filait d'une phrase à l'autre, cherchant un signe. Et il arriva. Ce message, simple, tranchant, signé d'un poids lourd du journalisme politique.
Lecornu vient de donner une leçon magistrale de com. À cet instant précis, il sut. La pièce était tombée du bon côté. Le coup avait porté. Et enfin, il souffla. Ce qui surprend le plus dans toute cette affaire, ce n'est même pas que le coup ait fonctionné. Non, le vrai choc, c'est ce qui s'est passé ensuite dans les couloirs de la France insoumise. Les réunions internes, d'abord confidentielles, finirent par fuiter dans la presse, révélant un malaise inattendu. Plusieurs élus reconnurent en petit comité que Lecornu les avait tout simplement bluffés. L'un d'eux, resté anonyme, aurait lâché cette phrase devenue culte. « On s'est fait balayer par un type qui a pigé que de nos jours, un TikTok frappe plus fort qu'un édito de l'humanité. 7 mots, c'est viral. 3000, c'est soporifique. » C'était brutal, mais pas faux. Lecornu, sans PowerPoint ni conseiller en storytelling, avait capté quelque chose que les vieux briscards comme Mélenchon n'avaient pas encore digéré. L'ère du verbe fleuve était morte. Place au punchline. À l'époque du scroll infini, des zappings constants et des buzz à 280 caractères, parler bref n'était plus un défaut. C'était une stratégie gagnante. Mais Mélenchon, humilié sur la place publique, ne comptait pas encaisser le coup sans riposter. Dans les mois suivants, son style évolua. Fini les pavés de 2000 signes, place aux phrases qui claquent. Ses tweets se raccourcirent, ses punchlines s'affinèrent, ses passages télé devinrent plus ramassés. Il avait intégré la leçon. Et puis, en avril 2026, lors d'un débat houleux sur l'assurance chômage, il tenta son grand retour. Lecornu venait de dérouler son plan. Précis, technique, carré. Mélenchon se leva, fixa l'hémicycle et lâcha. « Monsieur le Premier ministre, ce plan est injuste. Retirez-le. » Même format, même provocation, même économie de mots. Mais pas le même effet. Pourquoi? Parce que ce qui avait donné du poids à la réplique de Lecornu, c'était l'effet de surprise. Il débarquait, inconnu ou presque, et renversait les codes. Mélenchon, lui, tentait une imitation. Et ça se voyait. Un chroniqueur du Figaro résuma parfaitement la sensation générale. Mélenchon qui fait du Lecornu, c'est un peu comme Pavarotti qui se met au rap. Une imitation reste une imitation. Le style ne se pique pas, il se façonne. Mais ce qui reste gravé, bien plus que le buzz médiatique, ce sont les secousses profondes qu'a provoqué cet épisode sur le plan politique. Ce jour-là, Lecornu n'a pas seulement géré sa communication avec brio, il a redéfini les règles du jeu. À partir de cet instant, plus personne dans l'opposition ne le regardait comme un simple fusible prêt à sauter au premier court-circuit parlementaire. Même au Rassemblement national, où l'on envisageait initialement de marcher dans les pas de LFI en menaçant à tout va, un certain malaise s'installa. Marine Le Pen, d'après des confidences rapportées par des membres de son entourage, lâcha un commentaire resté dans les mémoires. Lui, c'est pas un pion sacrificiel. Il a du cran. Un hommage venu de l'autre camp, glissé à demi-mot, mais qui pesait plus lourd que n'importe quelle déclaration officielle. Plus largement, cet affrontement verbal entre Lecornu et Mélenchon marqua un tournant. Il mit fin à une époque où brandir des menaces suffisait à faire trembler l'exécutif. Après ça, il ne suffisait plus de crier au loup. Il fallait le capturer. L'ère du bluff sans suite avait pris fin. Les opposants comprirent qu'en face, il y avait désormais quelqu'un prêt à appeler leur mise. Et cette simple possibilité transforma le paysage politique français bien plus durablement qu'un vote de censure. Mais surtout, et c'est peut-être là le vrai coup de théâtre, toute cette affaire valida, contre toute attente, le flair présidentiel. Emmanuel Macron, qu'on disait souvent coupé de la réalité politique, avait visé juste. Lecornu n'était pas qu'un haut fonctionnaire efficace. C'était un redoutable joueur d'échecs politiques, une bête d'instinct et de stratégie, un communicant né. L'épisode des 7 mots passa rapidement de fait d'actualité à mythe contemporain. Il devint une référence incontournable dans les cercles du pouvoir. Raconté avec passion lors des dîners rive gauche, disséqué dans les masterclass de Sciences Po,
étudié comme cas d'école dans les séminaires sur la prise de parole publique. On le plaça dans la galerie des punchlines présidentielles, aux côtés de Gaulle et son « Je vous ai compris », de Giscard piquant Mitterrand avec son « Vous n'avez pas le monopole du cœur », ou encore du fameux « Casse-toi, pauvre con », balancé par Sarkozy. Et pendant que les experts débattaient encore de son style, Lecornu, lui, restait solidement accroché à son poste. Un exploit en soi sous le règne de Macron. Aucun chef du gouvernement depuis Édouard Philippe n'avait survécu aussi longtemps à Matignon. Lors d'une cérémonie solennelle à l'Élysée marquant son anniversaire politique, un journaliste osa lui demander « Monsieur le Premier ministre, quel est le secret de votre longévité ?» Lecornu esquissa un sourire discret et lâcha, fidèle à sa marque de fabrique, une phrase minimaliste mais tranchante. « Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait. » 9 mots cette fois. Était-ce une montée en puissance ou une trahison de la formule originelle? Les chroniqueurs s'écharpèrent là-dessus pendant des jours. Dans son bureau du 10e arrondissement, Mélenchon fixait l'écran, absorbé par l'interview. Un sourire, à moitié ironique, à moitié admiratif, flotta brièvement sur son visage. Son collaborateur, témoin discret de la scène, osa briser le silence. « Monsieur Mélenchon, après tout ce temps, que pensez-vous vraiment de Lecornu? » Le chef insoumis prit une pause. Puis, d'une voix calme, il lâcha une phrase que personne n'aurait osé lui prêter. « Il n'est ni le plus fin stratège, ni le plus instruit. Mais c'est sans doute l'adversaire le plus redoutable que j'ai croisé. Il a compris avant moi une vérité brutale. Dans cet air saturé de bruit, c'est la clarté qui frappe qui l'emporte sur la parole qui tente de convaincre. Et ça, c'est une arme fatale. » Cette reconnaissance arrachée malgré lui pesait sans doute plus que tous les commentaires dithyrambiques. Car ces 7 mots, lâchés ce matin-là en septembre, n'avaient pas seulement calmé une tempête politique. Ils avaient changé la météo institutionnelle. Aujourd'hui encore, dans les amphithéâtres de Sciences Po ou de l'ENA, on décortique le cas Lecornu comme un moment pivot. Les profs posent toujours la même question à leurs étudiants. Vous êtes à la place de Lecornu. Que faites-vous? Les réponses pleuvent. Discours, justification, plaidoyer. Rares sont ceux qui osent miser sur l'épure. Et quand l'enseignant dévoile la vraie réponse, il y a toujours ce blanc. Ce court instant où tout le monde comprend que la puissance politique réside parfois dans un simple coup de scalpel verbal. Dire peu, mais dire juste. Refuser le labyrinthe pour tracer une ligne droite. Ce matin-là, Lecornu n'a pas simplement répondu à Mélenchon. Il a bousculé les codes, redéfini l'arène, tourné une page, brève mais gravée, dans le grand livre de la République. Alors, a-t-il changé, Mélenchon? En surface, oui. Des phrases plus courtes, un format plus adapté aux écrans. Mais dans le fond, non. La flamme oratoire, l'argumentation fleuve, la colère vibrante, tout cela est resté intact. Car au fond, ces 2 hommes sont les pôles opposés d'un même champ politique. L'un croit au verbe qui enflamme, l'autre à la formule qui tranche. 2 visions, 2 rythmes, 2 armes. Mais ce jour-là, dans le chaos médiatique et l'effervescence parlementaire, c'est la lame froide du Cornu qui a transpercé le tumulte. Et ce geste-là, net, précis, aura peut-être marqué la fin d'un cycle. À l'ère de l'instantané, de la punchline, de l'hyperconnexion, une nouvelle règle semble s'imposer. Mieux vaut frapper juste que parler beaucoup. Alors la prochaine fois qu'un élu vous assomme de circonvolution, pensez à cette scène. Pensez aux 7 mots. Pensez à ce matin où Lecornu n'a pas fait un discours. Il a fait de l'histoire. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Et posez-vous cette question. Combien de crises pourrait-on désamorcer si nos dirigeants osaient parler avec autant de clarté? La réponse appartient à l'avenir de notre démocratie.